Vous venez de publier chez Numéri Livre, il en est de même à Lorient. Alors, c'est un recueil de 97 pages, 67 pages, 77 pages de dessin, mais, nouveauté, il y a des pages écrites. On va en parler. Tout le monde a constaté qu'il y a une chute des effectifs en franc-maçonnerie en France d'à peu près 25%. D'après vous, est-ce que cette chute des effectifs, elle est due au Covid ou à des recrutements incertains ou à de mauvais recrutements? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une chute. La spiritualité ne se place plus tellement où on avait imaginé qu'elle le fut. Malraux disait que le XXIe siècle serait un siècle spirituel, effectivement, mais il n'est pas forcément placé là où ça devrait être. Mais le recrutement, en fait, si on veut recruter en franc-maçonnerie, c'est ça la question, pas rentrer dans la domaine politique. On pourrait dire à une personne qui est candidat à la franc-maçonnerie, tout ce que vous n'avez pas réussi dans votre vie professionnelle ou privée, eh bien, venez prendre votre revanche. Vous aurez des décorations, vous aurez le respect, l'autorité, vous serez considéré, au moins, je dirais au moins l'espace d'une tenue, c'est-à-dire entre midi et minuit. Et en cultivant le secret maçonnique, vous donnerez l'impression d'être érudit. Voilà, et si vous amenez les choses de cette façon-là, un peu enveloppées, certainement qu'on garnirait les colonnes de nos chers temples. Dans votre ouvrage, vous parlez un petit peu, et c'est un texte de 3 pages, qui parle de la lettre d'acceptation. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas un petit peu ironisé sur une procédure un peu compliquée? Alors, c'est le distanciel, ça, en fait. Parce que tout se passe à distance. Aujourd'hui, oui, la lettre d'acceptation, je commence à comprendre un peu ce que… Oui. En fait, le distanciel, moi je dirais le distant-faire. En opposition au distanciel, c'est plutôt le distant-faire. C'est un acte, à mon avis, le distanciel, hein, comme on est c'est un acte amoureux sans préliminaire. La maçonnerie, elle est tactile et elle est dans un visuel, je dirais un visuel élargi. Alors que le distanciel en visioconférence, c'est rétréci. L'accolade est un contact primordial. La poignée de main secrète, elle vous situe dans une position. Et dans le distanciel, tout ça n'existe plus. Déjà, alors, voilà, un petit peu moqueur, comme vous aimez le faire, s'habiller de nos décors une fois en place dans la loge est pour moi totalement incompréhensible. Les tabliers, ils sont portés pour nous reconnaître en nos grades, en nos rites et en nos qualités. Et ça invite nos tabliers visibles à des échanges interrogatifs qui enrichissent d'ailleurs notre culture maçonnique entre les frères. Tout ça, ça se passe sur les parvis. Vous voyez, le fait de simplifier les rituels peuvent les rendre réducteurs. Je pense que simplifier un rite ne le rend pas plus pur pour autant. On n'est pas en alchimie, on est en chimie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le distanciel, mon cher Jacques. Que dire des francs-maçons qui se disent des éternels apprentis? On va dire, ça s'oppose aux apprentis furtifs. Il existe des apprentis qui n'arrivent pas à progresser, et puis il y a des apprentis furtifs. Bon. Alors, furtif, ça veut dire quoi? Furtif, ça veut dire qu'ils sont de passage. Ils ne restent pas longtemps apprentis, puis hop, ils passent tout de suite dans les grades supérieurs. Mais quand on parle d'éternel apprenti, je pense qu'on garde un souvenir ineffaçable de notre initiation tout au long de notre vie terrestre. Je pense que c'est ça, rester un éternel apprenti. Mais cela exclurait, par exemple, toute progression.
Et ça ne marche pas parce que dans le rituel, un passage, il est dit « Que venez-vous faire en loge ?» Et la réponse, elle est « De nouveaux progrès en maçonnerie. » Vaincre mes passions, etc. De nouveaux progrès en maçonnerie. Alors, on voit bien que dans le rituel, on invite déjà les frères à quitter le stade d'apprenti pour découvrir une autre démarche. Mais ne serait-ce pas vouloir non plus garder une certaine jeunesse, celle du cœur et de l'émerveillement. Là, je crois qu'il y a une autre piste qui est intéressante et qui est agréable à écouter. Il est vrai que certains maçons n'ont jamais su appliquer les préceptes qu'ils préconisent à leurs apprentis et resteront au niveau de ceux qu'ils prétendent faire évoluer. On constate que la mixité maçonnique est en pleine progression. Certaines obédiences pensent même que les obédiences qui sont restées monogenres sont un peu arriérées. Et inversement, pourrait-on imaginer qu'on voit arriver, en pleine progression de cette mixité, un néo-féminisme et pourquoi pas du wokisme? Écoutez, bon, je crois que les loges d'adoption, c'est comme adopter un enfant. L'affection y est, mais pas la biologie. Et ça, je trouve ça absolument énorme. C'est monstrueux, quelque part. Il y a un côté humanitaire ridicule là-dedans. Vous voyez, Jacques, par exemple, on a les frères éclairés, ils sont éclairés, illuminati, qui montrent d'un doigt accusateur l'obscurantisme des islamistes qui bannissent les femmes des cafés bistrots du 93. Eh bien, ce sont les mêmes qui font l'apologie des loges masculines. Mais on peut parler aussi de séduction. La séduction qui altérait l'objectivité, la sincérité des planches et des morceaux d'architecture que font les mecs là-dedans. Les femmes aussi, d'ailleurs, les sœurs aussi. Donc, la séduction accompagne la rhétorique. La rhétorique, c'est la séduction. On peut pas, les messages, pour faire passer le message, il y a le contenant et le contenu. Bon. Maintenant, de toute façon, moi je suis dans une loge masculine et je m'y sens très bien. Et si je veux m'élever en spiritualité, mon cher Jacques, il me suffit d'aller visiter une loge féminine. Il y a des loges qui se sont constituées en dehors des obédiences, des loges que l'on qualifie de sauvages parce qu'elles partent du principe maçon libre dans une loge libre. Et est-ce que vous pensez que ce sont ces loges-là qui seront l'avenir de la maçonnerie? Comment vous voyez une évolution de la maçonnerie dans les années à venir? Alors, c'est un point de vue personnel, hein, mais je pense que la maçonnerie doit, je me pose même la question, en fait, doit-elle rester rigoureusement traditionnelle ou s'adapter à l'ère du temps? Est-ce qu'on peut rester à l'écart de l'évolution de la société? Et l'évolution de la société est-elle considérée comme un progrès? Les codes moraux changent au fil du temps. La morale, l'éthique reste le fondement, mais la morale évolue. Alors moi, je pense qu'il y a un creuset spirituel là-dedans, inaltérable, et qui nous relie à nos anciens par la tradition qu'ils ont su nous transmettre. Mais c'est ce creuset qu'il faut conserver. C'est ça la tradition. Et je pense qu'il faut éviter les effets de mode un peu démagogiques. La maçonnerie est c'est pas une religion, la maçonnerie, mais adapter la spiritualité dans l'apprentissage des connaissances suivant l'ère du temps. Vous parliez de wok ou de choses comme ça. Faut laisser, ça, ce sont des phénomènes qui, je pense, je l'espère, seront éphémères. Alors, les loges dites sauvages,
moi, je pense que les loges sauvages, vous voyez, je crois que c'est un peu comme les animaux. Leur durée de vie, elle est beaucoup plus courte quand ils sont dans un zoo. Mais je préférerais parler des loges indépendantes. Voilà. Voilà. Et je vais vous prendre, mon cher Jacques, un exemple profane. On va terminer sur un exemple profane. Raymond, il a toujours rêvé, depuis son entrée dans le monde du travail, d'être PDG. Là, c'était son truc. Il avait des ambitions. Mais ça n'a pas bien marché comme il le voulait. Donc, alors il a créé une société légale, hein, enregistrée et parue au journal officiel, et qui comprenait 7 administrateurs. Et ils étaient 8 là-dedans. Mais il était, enfin, président, directeur général d'une société anonyme en consulting sur la loi des nombres. Vous voyez ? Mais quelques semaines plus tard, un différend sépara les actionnaires, ça n'arrive que dans le monde profane, et qui créent à leur tour une société anonyme en conseil sur la fidélité et la fraternité. Elle n'est pas belle, cette parabole? On va méditer là-dessus. François, merci beaucoup. Mais Alors, cela se passe, bien évidemment, cela se passe dans le monde profane. Aucune absolument. relation. Et François, merci pour tout ce que vous faites. À très bientôt. Mais c'était un plaisir, mon cher Jacques. C'était un plaisir.